Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Plusieurs signaux vont dans ce sens. D'abord, évidemment, cette mission dont vous avez sûrement entendu parler, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. La Miviludes alerte dans son rapport 2022 rendu le 3 novembre dernier sur l'augmentation significative des saisines pour l'année 2021. 33,6% de plus donc de saisines par rapport à l'année 2020, soit 4020 signalements reçus. Alors je cite la chef du service de la Miviludes. La crise sanitaire, inédite par son ampleur, a favorisé l'émergence de nouvelles mouvances ou individus souhaitant tirer profit de personnes isolées, malades ou en perte de repères. Voilà, ce sont les mots de la magistrate Anen Romdan, donc, qui est chef du service de la Miviludes. Alors, quels sont les domaines d'inquiétude ? Eh bien, notamment la santé, le bien-être, qui en 2021 ont représenté 744 saisines, des signalements loin d'être injustifiés lorsqu'on s'attarde sur la recrudescence de faits divers concernant des pratiques de naturopathie et de jeûne. Voilà ce qui est également expliqué dans le rapport de la Miviludes. Alors, il se trouve que justement, le 26 octobre, Doctolib avait déjà annoncé qu'elle ne mettrait plus en ligne les services des naturopathes et des sophrologues. Et puis derrière, il y a eu tout un emballement médiatique. Les médias s'inquiètent de la montée en puissance de ces, entre guillemets, gourous du bien-être, comme le titre le journal Marianne, jusqu'à, vous l'avez certainement entendu également, cette sortie emblématique de la secrétaire d'État Sonia Backès, secrétaire d'État et fille de scientologue. Vous l'entendez sur BFM TV le 2 novembre. Écoutez. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? D'abord, des assises des dérives sectaires et du complotisme. Et je vais revenir, si vous me le permettez, sur le complotisme. C'est pas des assises pour faire un groupe de travail, etc. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action concret. Parce qu'en fait, on a des difficultés sur, d'abord, le signalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit son collègue de travail, son voisin, touché par ça ? À qui on le signale ? Comment on agit ? Directement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'État. Comment on fait sur le terrain ? Parce que la Miviludes, comme vous le savez, est à Paris. Elle fait un énorme travail de suivi des personnes qui sont touchées. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il faut faire un numéro vert ? Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi ? Peut-être. Et donc l'idée, c'est d'avoir un plan d'action concret pour vraiment prendre à bras-le-corps le sujet. Alors voilà, c'est quand même toujours assez étonnant cette sortie de Sonia Backès, secrétaire d'État, qui veut mettre, donc déjà on met tout le monde dans le même sac, les sectaires, les complotistes, tout ça, c'est une seule et même maladie, puisqu'elle parle de, on est touché, ces gens qui sont touchés par ça, on les traite comme des malades qu'il faut traiter. Alors traiter comment, psychiatriquement, voilà, tout ça pose vraiment des questions. Alors est-ce qu'il faut vraiment se prémunir des dérives sectaires ? Et évidemment, on prend les choses au sérieux à ce sujet. Est-ce qu'il ne faut pas également se méfier face à une nouvelle forme de psychiatrisation des gens qui refusent tout simplement certains modes de pensée ou certains modes de soins ? Eh bien, c'est tout le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec mes deux invités. Bonjour Xavier Bazin. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation scientifique, passionné de médecine naturelle et auteur de ce livre Big Pharma démasqué aux éditions Trait Daniel. Et nous sommes également avec le docteur Olivier Soulier. Bonjour docteur Olivier Soulier. Bonjour. Vous êtes médecin homéopathe, acupuncteur et chercheur spécialiste de la médecine du sens. Alors, qu'est-ce que vous appelez la médecine du sens ? C'est une médecine qui consiste non pas à donner des drogues pour faire disparaître les symptômes, mais essayer de comprendre ce qui arrive de façon à pouvoir rétablir un équilibre d'une façon la plus naturelle possible. Voilà, c'est tout simple. Mais je rappelle que vous êtes avant tout médecin. Oui, je suis avant tout médecin, bien sûr. Voilà. Bien que retiré depuis le 15 septembre 2021. D'accord, puisque non vacciné. Et voilà. Alors, on va reprendre ce sujet au point de départ, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à dire et à ne pas confondre, surtout puisqu'il y a cette question des naturopathes qui ne sont plus sur les services de Doctolib. Mais il y a aussi la question de ces assises sectaires et complotistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui va être mis dans ce sac-là ? Est-ce que finalement, toutes les médecines un petit peu plus naturelles vont être jetées dans le bain du complotisme ? C'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors Xavier Bazin, peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes inquiet par ces différents signaux, on va dire, non pas les signalements de la Miviludes, mais plutôt tout ce qu'on entend en ce moment à ce sujet ? Oui, bien sûr, mais ça ne date pas tout à fait d'hier. Ça fait des années qu'il y a un raidissement
vis-à-vis de tout ce qui n'est pas la médecine conventionnelle, allopathique. On l'a vu quand même il y a quelques années avec le déremboursement de l'homéopathie et l'attaque contre l'homéopathie. On l'a vu quand même pendant la crise Covid avec le refus de parler ne serait-ce que de la vitamine D qui était un outil formidable. Alors attendez, la vitamine D, il faut le rappeler à nos auditeurs parce que tout le monde ne le sait pas. La vitamine D, c'est Olivier Véran qui a souhaité la mettre sur la liste des perturbateurs endocriniens. Finalement, ça a été fait ou pas d'ailleurs ? Non, ça n'a pas été fait, Dieu merci. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on en vienne... Il a exprimé le souhait officiellement. Tout à fait. Ça a été envisagé. Donc, il y a clairement un raidissement depuis quelques années contre tout ce qui n'est pas la médecine conventionnelle. Mais ça remonte très loin, si vous voulez. Il y a toujours eu une confrontation, si vous voulez, entre le monde médical et puis le monde alter-médical. Mais là, effectivement, on sent bien avec ce focus sur les dérives sectaires qu'on passe un cran. Même si la Miviludes aussi, de son côté, étrangement, s'est toujours préoccupée très fortement de ce secteur du bien-être. J'ai en mémoire une citation d'un ancien président de la Miviludes qui disait tout ce qui est naturel peut cacher une dérive sectaire. Ah oui. Alors, vous voyez un peu la philosophie de certaines personnes vis-à-vis de tout ce qui n'est pas allopathique, tout ce qui n'est pas médicamenteux dans le domaine médical, alors que pour le coup, c'est aussi un bon mouvement parallèle, c'est que d'innombrables études scientifiques dans le monde entier montrent l'intérêt de l'alimentation, de la micronutrition, de certaines plantes, avec des études randomisées contre placebo. Bref, avec tous les outils en fait scientifiques modernes montrent l'intérêt, et même l'Organisation mondiale de la santé reconnaît depuis longtemps l'intérêt des médecines traditionnelles, la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique et même la naturopathie qui fait partie des médecines traditionnelles. Alors on va parler de ces médecines traditionnelles qui sont en tout cas mises à mal aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certaines raisons de s'en méfier également ? C'est une question qu'on va se poser. Mais pourquoi aujourd'hui sont-elles particulièrement pointées du doigt ? Y a-t-il des intérêts également financiers derrière ? Eh bien, ça fait partie des deuxièmes questions qu'on va aborder. Mais il est 8h, on continue cette table ronde juste après les informations. Ligne droite. La table ronde. Les assises annoncées par la secrétaire d'État Sonia Backes le 2 novembre, nous venons de l'entendre. Nous avons également ces signaux, donc la Miviludes qui alerte sur l'augmentation des signalements autour de ces personnes, peut-être en perte de repères, qui font de plus en plus appel à ces nouvelles, entre guillemets, mouvances. Et puis nous avons Doctolib le 26 octobre qui a annoncé qu'elle ne mettrait plus en ligne les services, notamment des naturopathes et des sophrologues. Alors que faut-il attendre vraiment de cette nouvelle méfiance, en tout cas, vis-à-vis des médecines, on va dire, traditionnelles, naturelles ? Est-ce que c'est justifié ou eh bien, faut-il aussi comprendre qu'il y a une forme de, on va dire, de méfiance accentuée, peut-être sous pression de certains lobbies contre tout ce qui est naturel? C'est la question qui se pose. Alors nous sommes pour en parler avec Xavier Bazin, journaliste d'investigation scientifique, auteur de Big Pharma démasqué aux éditions Très Daniel, et puis avec le docteur Olivier Soulier, chercheur, médecin homéopathe, acupuncture et spécialiste de la médecine du sens. Alors Xavier Bazin, on vous a entendu pour un premier défrichage de ce sujet. Docteur Olivier Soulier, d'abord, est-ce que vous aussi, vous sentez de plus en plus une tendance, un mouvement, une méfiance, non seulement de la Miviludes, mais plus généralement, on le voit aussi avec Doctolib, vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler de médecine traditionnelle ou naturelle? Il faut replacer les choses dans leur contexte général. Oui. Ce n'est pas nouveau que cette attaque existe. Et pour comprendre les choses, il faut savoir qu'en fait aujourd'hui, autant la médecine que les autorités du ministère, que l'enseignement, que les universités sont totalement acquises et au service de Big Pharma. Et je dirais que d'une façon un peu physiologique, Big Pharma essaie de détruire tout ce qui pourrait lui faire concurrence. Et entre autres, toutes les médecines naturelles. C'est pas nouveau. Le rapport Fleischner en 1920 avait déjà mis ça en place. C'est pas nouveau non plus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a créé le Conseil de l'ordre pour dénoncer les médecins juifs. Et dans la foulée, le Conseil de l'ordre a interdit les plantes. L'école des plantes, la phytothérapie et l'enseignement de la phytothérapie a été interdit. Donc, on est dans la même mouvance.
On a bien vu avec toute la crise comment le gouvernement et les autorités ont été totalement en échec dans leurs mesures. Et donc, comme dirait Michel Maffezoli, quand de son mode de fonctionnement, il s'acharne à ses adversaires pour essayer de démontrer que ses adversaires sont mauvais, alors que finalement, c'est tout système de médecine qui est en échec total. On a vu à quel point toutes les mesures prises ont été une catastrophe et à quel point on avait des moyens extrêmement simples de soigner tout le monde avec des produits comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, et les pays qui ont fait ça n'ont quasiment pas eu de mort. Et donc, on a l'impression que ce système un peu délirant se déchaîne de plus en plus et va utiliser le principe de dérive sectaire pour accuser. C'est-à-dire qu'un système de type totalitaire, puisque nous sommes dans une dérive totalitaire du gouvernement français, un système totalitaire a comme principe de dénoncer tous ceux qui peuvent le remettre en question en les pathologisant, en disant « ce sont des dérives sectaires, ce sont des terroristes, ce sont des contre-révolutionnaires, ce sont des ennemis du peuple. » Vous voyez, c'est pas une technique qui est nouvelle. Et je dirais que en matière de dérive sectaire, on pourrait dire que c'est celui qui le dit qu'il l'est, comme disaient les enfants. Et d'ailleurs, le maître Virginie Rogeresca a déposé une plainte contre le gouvernement français pour dérive sectaire. Je pense que tout est là. La dérive sectaire, c'est le gouvernement français. Vous voyez bien que des médecines comme l'Ayurveda, qui sont institutionnalisées en Inde, ou l'homéopathie, il faut savoir qu'en Inde, il y a plus d'homéopathes que de médecins en France. Ce sont toutes des médecines qui sont reconnues par l'OMS, mais si vous voulez, c'est simple, si vous voulez comprendre tout ça, il faut se dire tout ce qui est contre le bénéfice de Big Pharma et des groupes financiers qui sont derrière va être attaqué d'une manière ou d'une autre. On a cette dérive sectaire et c'est comme ça, la vitamine D par exemple, qui est une vitamine extraordinaire, on sait bien qu'elle active 230 gènes et que quand on donne la vitamine D, on a un effondrement du nombre de morts, eh bien c'est interdit, ça va être interdit. J'ai envie de dire, Olivier Véran va peut-être un jour interdire le soleil, parce que le soleil est une dérive sectaire et que le soleil, ça fait du bien pour la santé. Ça devient, je dirais que ces positions du gouvernement sont presque grand-guignolesques, finalement, face à une réalité totalement différente. Alors pour donner quelques exemples récents, on a parlé de la vitamine D, il y a aussi évidemment l'hydroxychloroquine qui était interdite alors qu'elle faisait partie des domaines publics depuis bien longtemps. Et tout dernièrement, c'est la kinésithérapie respiratoire, alors qu'on est en pleine période de bronchiolite des nourrissons, qui est pourtant qui a été très longtemps reconnue et conseillée par les praticiens, qui est désormais contre-indiquée par la Haute Autorité de Santé. Vous pensez que tout ça va dans le même sens, docteur Olivier Soulier ? Ça va tout à fait dans le même sens. L'idée générale, c'est que si vous interdisez ce qui marche contre la bronchiolite, vous n'allez pas vendre un vaccin. Et comme l'objectif du gouvernement est de vacciner la totalité de la population avec ces vaccins transgéniques qui sont extraordinairement dangereux, eh bien, si on dit « il n'y a pas de traitement », on va devoir vacciner tout le monde et on va faire des vaccins. Surtout que ça tombe très bien parce qu'au moment où la kinésithérapie respiratoire est contre-indiquée par la Haute Autorité de Santé, le laboratoire Pfizer annonce des résultats positifs pour son vaccin pour les tout-petits. On dirait que c'est, Clémence, on dirait que c'est cousu de fil blanc, vous ne trouvez pas ? C'est tellement une évidence. C'est tellement une évidence et que ça se voit. Et alors Doctolib, il faut savoir que Doctolib est un pilier du gouvernement et un pilier de la dérive sectaire du gouvernement. Il suffit de voir son origine, les fondateurs. Et voilà, moi je pense qu'il faudrait boycotter des plateformes comme Doctolib. Elles se sont développées sur certaines difficultés de la médecine, mais il est évident que c'est-à-dire que, vous voyez, si on généralise un peu les choses, on va dire que par exemple en Inde, la totalité de la population en Inde est en dérive sectaire. Voilà. Vous voyez, en gros... Oui, mais on va vous répondre que l'Inde, c'est un pays avec une culture très différente et que nous sommes beaucoup plus cartésiens, beaucoup plus rationnels et que peut-être qu'on a besoin aussi d'être rassurés par cette rationalité. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vraiment, dans tous ces naturopathes, sophrologues, est-ce qu'il n'y a pas des arnaques ? Xavier Bazin. Écoutez, comme dans toute profession, il y a certainement des brebis galeuses, mais ça n'est pas du domaine réservé des naturopathes. Je rappelle quand même que, d'après les rapports officiels,
il y a plus de 10 000 morts par an liés à des abus de médicaments et dont une bonne partie sont liées à des erreurs de prescription. Donc quand on nous dit que c'est très grave parce que voir un naturopathe, on pourrait peut-être être victime d'une perte de chance en cas de maladie grave non détectée, il faudrait qu'on nous montre les chiffres de ceux qui ont été victimes. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que sur les abus médicamenteux et notamment les erreurs de prescription de médecins, il y a 10 000 morts par an au minimum. Donc je pense qu'il faut un peu remettre les choses dans leur contexte. Le danger, moi, franchement, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on me montre des cas de dérive d'un thérapeute particulier qui a fait n'importe quoi. Ça existe forcément comme dans n'importe quelle profession. Mais quand on est dans un mode justement qui vise à rétablir les équilibres de l'organisme en renforçant par exemple les défenses naturelles par des méthodes naturelles, on fait généralement quand même beaucoup moins de mal que quand on est obnubilé par la réponse médicamenteuse. Et je crois que c'est ça le vrai conflit, en fait, et le vrai malaise, en fait, de la médecine. C'est qu'aujourd'hui, la médecine, dans la plupart des cas, se réduit à des consultations très courtes dans lesquelles on a juste le temps de prescrire des médicaments, alors que le naturopathe, lui, il a le temps d'écouter. Il écoute le patient ou le client en l'occurrence. Et ça fait toute la différence. Il a 1 heure pour passer en revue le mode de vie. Est-ce que la personne fait l'activité physique? Comment elle s'alimente? Est-ce qu'elle arrive à gérer ses émotions? Et quand vous commencez à faire ça, en fait, vous avez des résultats très importants. Et des résultats que la médecine, par son système malheureusement un peu sclérosé et focalisé sur le médicament, ne peut pas obtenir. Et donc, il y a un succès de plus en plus important de ces naturopathes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se détournent, en fait, en tout cas qui voient bien que la médecine conventionnelle ne suffit pas et qui ont besoin d'autre chose. Qui ne répond pas forcément aux réponses, en fait. Comment dire, ça soigne peut-être un mal immédiat, mais l'origine du mal, elle, n'est pas questionnée. La médecine est formidable en cas d'urgence, notamment si vous avez un accident, si vous avez un infarctus, la médecine conventionnelle est absolument formidable. Mais pour tout ce qui est chronique, une maladie chronique, que ce soit l'arthrose, le diabète, l'hypertension. Ce qu'on va appeler le soin, finalement. Toutes ces maladies, souvent, sont liées au mode de vie. Et donc, rien de mieux qu'un changement de mode de vie, qui peuvent passer par des choses relativement simples, comme l'activité physique, l'alimentation. Donc, rien de mieux que ça pour, en fait, inverser ces problèmes chroniques, plutôt que d'essayer d'étouffer le symptôme, parce que c'est bien souvent ça, la réponse médicamenteuse sur un problème chronique, c'est d'étouffer le symptôme, plutôt que d'essayer d'aller prendre le mal à la racine. Alors, Xavier Bazin, je continue un petit peu aussi de défendre, de m'interroger sur ces naturopathes, sur ces sophrologues, en tout cas sur ces tendances. Par exemple, on a parlé là, le rapport Miviludes parle des jeûnes qui peuvent être dangereux par moment, des pratiques de jeûne. Eh bien, c'est vrai que par moment, on entend, il y a des modes en fait, on entend que le jeûne peut être très bon pour la santé, puis par moment, on vous dit surtout ne jeûnez pas, et en fait, on se dit tout ça évolue tous les 5-10 ans, et est-ce que vraiment... Alors, sur le jeûne, il y a aucun doute que c'est une pratique extrêmement bénéfique. Pour avoir moi-même fait un jeûne de 10 jours à l'eau, je peux vous le confirmer que ça a des effets extraordinaires sur la santé. Maintenant, c'est comme toute pratique, il y a quelques contre-indications qu'il faut connaître. C'est-à-dire qu'il y a certains cas où il faut éviter, évidemment. Mais là encore, le jeûne, c'est terrible pour l'industrie pharmaceutique, puisque ça a des effets thérapeutiques, et pour l'industrie agroalimentaire, puisque on ne s'alimente pas. Et donc, c'est vraiment la thérapie qui est justement, vous l'avez raison, régulièrement ciblée dans les grands médias. J'ai entendu Michel Simès aussi s'offusquer contre les jeunes, alors que c'est une pratique absolument formidable qui a des effets. Et pour les auditeurs intéressés, je recommande vraiment le documentaire d'Arte, qui n'est pas une chaîne complotiste sur le jeûne et à quel point ça peut avoir des effets intéressants, notamment en prévention du cancer. Et donc, voilà, c'est une thérapie parfaitement gratuite, très efficace, et à ce titre qui est combattue par ceux qui voient les soins sous la forme plutôt d'une manière de faire de l'argent. Donc, à vous entendre tous les deux, Xavier Bazin et Dr Olivier Soulier, et vous êtes tous les deux quand même vraiment assez experts en la question, finalement, ce qui se joue aujourd'hui, ce sont bien les pressions des lobbies, notamment pharmaceutiques,
cherche toujours à gagner plus d'argent et qui donc là voit dans ces médecines naturelles ou recherche autour des plantes, voit un concurrent qu'il faut éradiquer. C'est cela finalement, docteur Olivier Soulier. Oui, vous avez tout à fait raison, vous résumez bien les choses et je pense que la totalité de la population doit bien avoir conscience de ça. Si on prend un exemple très simple, vous voyez l'hypertension artérielle par exemple. Alors quand quelqu'un a de l'hypertension artérielle, on dit il faut vous donner un traitement à vie, c'est extrêmement dangereux. Mais quand on regarde concrètement, il y a une étude multicentrique qui a été faite avec toute une série de tests de médecins récemment en France qui montre qu'une activité physique régulière fait disparaître entre 30 et 50% des hypertensions artérielles. C'est-à-dire baisser de 30 à 50% les prescriptions d'un marché qui est colossal, qui se compte en dizaines de milliards de dollars. Vous voyez déjà le problème. Qui a à perdre là-dedans? Et à l'inverse, aux États-Unis, par exemple, les laboratoires ont obtenu que l'on baisse les normes de tension artérielle. Moi, quand j'étais en médecine, la norme, c'était il fallait pas dépasser 16. Maintenant, aux États-Unis, c'était 14. Et quand ils ont obtenu qu'on passe à 13 en norme maximum d'hypertension artérielle, ça a fait gagner 30 millions d'hypertendus. Et donc 30 millions potentiels de clients. Et vous voyez, d'un côté, vous allez baisser de 30 à 50% les prescriptions, de l'autre, vous allez les augmenter. Vous voyez, vous avez tout compris. Et on peut regarder ça très en détail. Et il faut surtout, en quelque sorte, faire la filiation de qui est responsable de ça, qui fait quoi, qui demande quoi. Vous voyez, on attaque la naturopathie. Alors, il y a toujours des brebis galeuses partout. Vous souvenez-vous du chirurgien qui avait violé 150 enfants. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter la chirurgie. Où vous avez vu aux émissions qu'il y avait des évêques qui avaient abusé des enfants. C'est pas pour ça qu'il faut interdire la religion catholique. Vous voyez, alors il y a sûrement dans toutes les parties des gens qui exagèrent, c'est clair. Mais le problème, il n'est pas là. Par contre, c'est d'une technique particulièrement que je qualifierais de perverse, au sens psychiatrique du terme, d'utiliser, de chercher à tout prix des petites anomalies pour tenter de discréditer la totalité de gens qui travaillent. Et on voit bien aujourd'hui, c'est évident qu'avec ce qui s'est passé, surtout cette crise a vraiment bien mis en évidence à quel point on aurait pu soigner tout le monde facilement avec, bien sûr, quelques morts, mais vous savez, la vie a une fin. Quand vous avez 85, 90, vous êtes hyper fragile et la première chose qui passe, vous tombez, c'est tout. C'est ce qu'on appelle l'effet moisson et ça existe tous les hivers. On les aime, on les regrette, mais c'est la vie. Il faut aussi accepter. La médecine, ce n'est pas de l'acharnement. Et c'est accepter les rythmes de la vie. Et donc, on a bien vu à quel point, avec des éléments aussi simples, par exemple que l'artémisia annua, qui a soigné énormément de paludisme. On dit même que l'artémisia annua est responsable de la défaite des États-Unis au Vietnam, puisque la Chine a donné l'artémisia annua au Viet Cong, et du coup, ils ont pu soigner leur paludisme, et ils ont réussi. Donc, vous voyez, et toute l'Afrique qui a soigné, par exemple, en Afrique, tous les gens ou l'ivermectine pour soigner des parasitoses. Et on a un pays comme le Nigeria, avec 200 millions d'habitants, qui a dû avoir 1000 morts, en tout et pour tout. Vous voyez, c'est parce qu'ils prennent de l'ivermectine en permanence à titre préventif pour ce qu'on appelle la cécité des rivières, qui est un petit parasite qui abîme les yeux. Vous voyez, on est dans une évidence comme ça. Le gouvernement nous a dit que les masques étaient utiles, le gouvernement a dit que les tests PCR servaient quelque chose, alors que le fondateur, l'inventeur des tests PCR, a dit qu'il fallait surtout pas les faire en période épidémique. On sait en vaccinologie qu'il ne faut jamais vacciner en période épidémique. Et pourtant, le gouvernement a fait l'inverse de ce qui s'enseignait à la faculté. Et on a bien vu l'inefficacité. On a bien vu à quel point tous les pays occidentaux qui ont suivi ces techniques ont eu des résultats catastrophiques, alors que des pays, y compris comme le Japon par exemple, qui est pourtant un pays très développé, qui n'a pas suivi ces techniques, a eu d'excellents résultats. Je vous passe sur l'Afrique, où il n'y a pratiquement pas eu de mort, parce qu'ils n'ont pas suivi les techniques. Donc, cette crise a mis en évidence l'échec de fonctionnement. Et je suis tout à fait d'accord avec mon ami Xavier sur le fait que la médecine fait des choses extraordinaires dans les cas aigus et dans certaines choses, pour changer des pièces, changer des valves cardiaques, c'est fabuleux, quoi. Mais en médecine de fond,
soins. Comme il n'y a pas de compréhension générale du fonctionnement des maladies, le résultat est catastrophique. Oui, alors c'est ce qui m'intéresse également, docteur Soulier, puisque vous êtes également médecin. La médecine n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu, je pense, des médecines justement plus traditionnelles où on faisait vraiment une alliance entre le parcours de vie du soignant, on essayait de voir comment il fonctionnait, on lui demandait de faire plus de sport, etc. Et le traitement. Aujourd'hui, on a l'impression, comme vous l'expliquez, qu'il y a eu une forme de dérive dans le soin permanent, dans la médicamentation permanente, sans prendre en compte le reste du mode de vie du patient. Depuis quand vous pensez qu'il y a eu cette évolution ? Oui, il y a une blague qui dit aujourd'hui la médecine a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé. Mais moi je pense que cette évolution elle est très ancienne, elle date du 19e siècle, avec l'arrivée de Pasteur, qui est considéré comme un héros national et mondial et que je considère moi comme une catastrophe. Donc en fait, globalement, on pourrait dire qu'au 19e siècle, on avait d'un côté Pasteur, de l'autre côté Claude Bernard et Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie. Pasteur disait la cause de la maladie, c'est des bébêtes extérieures des microbes. Et Claude Bernard disait la maladie n'est rien, le terrain est tout. Et Claude Bernard, même si Hahnemann a été contesté par certains, Claude Bernard est un grand médecin réputé et qui a son hôpital, son boulevard à Paris, etc. Et c'est intéressant parce que à la fin de sa vie, Pasteur a eu quand même l'honnêteté de dire « je me suis trompé ». Ce ne sont pas les microbes qui sont la cause des maladies. Claude avait raison. Claude Bernard avait raison. Il a écrit ça à son ami Renon, le docteur Renon. Et donc, on voit bien que Pasteur a réalisé qu'il s'est trompé. Et donc, on a deux visions des choses. Une vision d'un être humain qui essaie de vivre en équilibre avec la nature et qui d'ailleurs respecte la nature, ne détruit pas des forêts entières parce que financièrement c'est rentable pour augmenter le cours des actions des sociétés, qui fait attention aux humains dans leur équilibre. C'est un être humain en lien avec et en accord avec la nature et qui ne cherche pas l'immortalité des transhumanistes. Et d'un côté et de l'autre côté, on a cette vision où le monde extérieur est dangereux. Et il faudrait essayer de vivre éternellement parce qu'on n'arrive pas à vivre, qui est une version une mode de fonctionnement que je considère comme pathologique, voire même psychotique, c'est-à-dire c'est une vision paranoïaque. Le monde extérieur est dangereux, c'est la définition du paranoïaque. Et comme je ne sais pas vivre et que j'ai peur, eh bien il faudrait que je vive éternellement. C'est le mode de fonctionnement du transhumanisme. Je vous renvoie en ça aux travaux extraordinaires de Vincent Pavard et Irène Bilerian, qui ont parfaitement bien parlé, qui vont sortir prochainement la psychologie du transhumanisme. Et on voyait, cette séparation est là. Et quand on regarde toute l'histoire, y compris celle de Rockefeller, on voit bien comment tout ça a fonctionné et comment cette idéologie-là. J'ai envie de dire, d'un côté, on a des gens qui ont peur de la maladie, plutôt que de tenter à équilibrer. Et puis, il y a des gens qui disent « Ah bah, t'as peur de la maladie, ça m'arrange, je vais te vendre des médicaments ». En gros, on pourrait résumer les choses comme ça. Et ça date de Pasteur et Claude Bernard. Et ça n'a fait que s'amplifier depuis un siècle et demi. Alors là, beaucoup qui vous écoutent vont se dire il est anti-vax. Pas du tout. Oui. Je ne suis pas du tout anti-vax. Je suis anti-injection transgénique, ça c'est clair. D'ailleurs, le docteur Malone, qui a inventé les vaccins ARN, a dit qu'il ne faut absolument pas les faire dans ces conditions-là. Il les a inventés pour s'occuper dans les cancers, dans ci ou ça. Et donc Robert Malone, l'inventeur de ce vaccin, dit qu'il ne faut pas le faire comme ça. Je ne suis pas du tout anti-vax. Je suis vaccino-prudent. J'ai toujours considéré que les vaccins étaient une chose très intéressante, qu'il fallait savoir les utiliser à bon escient, les tester comme il faut. Et voilà, d'ailleurs, on a eu des vaccins depuis des dizaines d'années qui ont été très très bien et qui ont très bien fonctionné. Et je trouve que c'est particulièrement, je pèse mes mots, malhonnête d'utiliser l'aura positive du vaccin pour essayer de vendre quelque chose qui s'apparente à une très très mauvaise chose, pour parler clairement. Et donc c'est pas très honnête d'utiliser l'aura. C'est comme si on vous disait, voyez, les antibiotiques c'est génial, et c'est génial parce que ça sauve des tas de vies, et on va vous vendre tel médicament, on l'appelle antibiotique alors que c'est pas un antibiotique et que c'est très dangereux. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. On a bien compris. Xavier Bazin, sur cette dernière question concernant la dérive, finalement, l'évolution de la médecine. Oui, alors justement, je vais pouvoir rebondir parce que je pense qu'il faut bien comprendre que Big Pharma n'est pas seul dans le coup et s'appuie sur une grande idéologie qui remonte effectivement au 19e siècle
et dont j'ai vraiment découvert l'importance en travaillant sur les vaccins. Moi, ça fait justement 1 an que je travaille sur les vaccins. Je sors ce mois-ci mon nouveau livre « Anti-vax toi-même ». On vous recevra pour ce livre. Retrouverons un esprit critique sur la vaccination. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'industrie ne gagnait pas jusqu'aux années 80 tant d'argent que ça sur les vaccins. Et donc, et pourtant, il y avait déjà une idéologie vaccinaliste extrême et qu'en fait, qui s'appuie sur autre chose qui s'appelle la religion du progrès, le scientisme. Cette idée, en fait, et ça rejoint ce que disait Olivier sur notre rapport à la nature. C'est-à-dire que on peut faire ce qu'on veut vis-à-vis de la nature. Après, on trouvera dans les progrès techniques les moyens de se soigner, quels que soient les excès que l'on fait par ailleurs. Et en fait, ça s'oppose totalement à la vision justement naturopathique ou des médecines naturelles qui cherchent en fait une sorte d'harmonie d'équilibre et d'harmonie avec notre fonctionnement, plutôt que se dire non, on doit se dépasser ce stade et toute innovation technique, technologique est bonne en soi et on doit mettre de côté les traditions qui sont par essence en fait mauvaises, irrationnelles, etc. Et donc en fait se joue derrière les gros sous, qui sont évidemment une influence directe et énorme. S'appuie aussi sur une idéologie qui est fréquemment, je pense, répandue dans certaines élites. Et je pense que la Miviludes n'est pas corrompue par l'industrie pharmaceutique. Je pense que par contre, la Miviludes et son idéologie est totalement scientiste et avec une approche assez simpliste des choses où en fait, ceux qui cherchent une harmonie avec la nature sont des êtres irrationnels qui se refusent la science, ce qui n'est absolument pas le cas. Et puis avec cette idée que seules les dernières découvertes scientifiques et technologiques peuvent nous sauver. Donc je pense il y a ça aussi qui se joue dans cet affrontement, ce raidissement en tout cas de la médecine vis-à-vis des approches alternatives. Et finalement, à vous entendre, et ce sera notre conclusion, c'est que, voilà, vous le dites, on est dans une religion du progrès technique. On est dans le tout technique et c'est aussi ce qu'on ressent pour le reste de notre monde, pas seulement dans le secteur de la santé. On le voit bien pour les questions sécuritaires, on le voit bien pour les questions agricoles. Tout devient une gestion technique en fait et on ne prend absolument plus en compte d'autres compteurs, on ne compte plus que par les chiffres et absolument plus par le soin, la bonne vie, le beau, tous ces critères-là ont été complètement éradiqués de notre discours et de celui de nos gouvernants. Exactement, et on voit bien avec des gens imprégnés d'idéologie de la Silicon Valley où toute réponse à des grands problèmes est forcément technologique. Bill Gates, lui, il va dire la réponse à la faim dans le monde, c'est les OGM. La réponse au réchauffement climatique, c'est il a promu en fait des systèmes où on va essayer de couvrir le soleil. Essayer de masquer le soleil. Enfin, oui, c'est vraiment, on est dans une dérive en fait où on va aller chercher des solutions technologiques aux problèmes qu'on se cause nous-mêmes en fait. Alors que on pourrait revenir à un peu de bon sens, d'harmonie avec la nature, effectivement dans tous les domaines. Et dans le domaine agricole, c'est fondamental aussi parce qu'il y a eu des grands excès avec les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Et donc dans tous les domaines en fait, il y a vraiment un affrontement entre cette recherche technologique qui malheureusement ne marche pas face à des grands équilibres naturels, et puis un retour à un peu plus de bon sens et de pragmatisme. Merci beaucoup en tout cas à vous deux, Xavier Bazin, journaliste d'investigation scientifique et auteur de ce livre Big Pharma démasqué, édition Très Daniel, et on vous recevra lors de la sortie de votre prochain livre, et docteur Olivier Soulier, médecin homéopathe, acupuncture et spécialiste de la médecine du sens. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.